Alors, je vous remercie d'être venu en aussi grand nombre ce matin. Heureusement que je n'ai pas plus de temps parce que vous n'avez malheureusement pas pu voir à l'écran. Je vous remercie d'autant plus qu'apparemment que la soirée d'hier soir a été assez rock'n'roll, peut-être pour certains. Je m'excuse d'être un peu flippé dans tous les sens du terme. Je suis rentré d'Europe hier soir, mais je n'ai pas quand même assisté à la soirée cubaine hier soir. Et donc, jusqu'à un certain point, vous voyez, je me suis levé quand même assez tôt ce matin. Je suis relativement en forme malgré tout. Et la recherche que je vais vous présenter, je ne vais pas vous attendre à ce que je vais vous dire un peu d'y aller de manière, non pas improvisée, mais comme ça, directement en m'adressant à vous. Donc, la recherche que je vais vous présenter aujourd'hui, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, découle d'une recherche qui, pour moi, s'est déroulée au cours des 10 dernières années. Et ça a probablement été la recherche la plus fascinante que je n'ai jamais faite dans toute ma carrière de maintenant plus de 30 ans à l'Université Laval, à la fois comme étudiant et comme professeur. Et cette recherche-là, elle découle d'une idée toute simple. Vous savez, on dit toujours, les jeunes ne savent strictement rien à propos de l'histoire du Québec chez nous. Mais j'arrive de Londres, c'était exactement la même chose en Grande-Bretagne. C'est la même chose partout à travers le monde, en Suisse, aux États-Unis. Ce n'est pas des connaisseurs d'histoire qu'on a devant nous, ce sont des amnésiques. Et là, on se base, pour dire ça, sur des sondages qui sont faits. Vous savez, ils sont commentés dans le Devoir à tous les 24 juin de l'année. Globe and Mail exactement la même chose le 1er juillet. C'est ce qu'on dit à propos des Québécois, on le dit aussi à propos des Canadiens. Il ne faut pas quand même s'imaginer qu'on est pire que les autres. Donc, on a devant nous des amnésies. On leur pose des questions. Qui fut le premier ministre du Québec? Bon. J'ai vérifié à un moment donné la réponse, mais elle ne me vient pas à l'esprit ce matin. Est-ce que ça fait de moi un plus mauvais historien que celui qui pourrait avoir la réponse comme ça toute faite? De toute façon, les jeunes sont intelligents. Hein, ils ont toujours un téléphone cellulaire glissé dans leur manche. Et sans que le prof le voie, au bout de 3-4 secondes, ceux qui sont les plus habiles ont la question, ont la réponse à la question. Et on peut leur demander, bon, à quel moment, par exemple, tel événement a-t-il pu avoir lieu? Bon, vous connaissez toute cette caricature de Garnotte, le caricaturiste du Devoir, il y a de ça quelques années. Vous voyez, il y avait un prof qui demandait à des étudiants qui avaient l'air un peu stupides, hein, pour le dire crûment, qui est Jean Talon? C'est un marché. Qui est René Lévesque? C'est un boulevard. Donc, je pense que c'est effectivement une caricature. Et moi, j'ai toujours pensé, depuis très longtemps, que finalement, on s'y prenait peut-être pas de la bonne façon pour atteindre les connaissances historiques des jeunes. Parce que les jeunes, il ne faut pas l'oublier. Moi, j'en ai eu 4 enfants, et je ne me base pas nécessairement sur les 4 premiers pour vous dire ce que je veux dire. Mais ils sont intelligents. En fait, toute personne humaine est fondamentalement intelligente. Par intelligent, j'entends, vit dans la société, est bombardé par toutes sortes d'informations, y compris des informations à caractère historique. Un politicien qui fait, par exemple, une conférence et qui cite la Révolution tranquille. Bon, ben la Révolution tranquille, à un moment donné, tu ne sais pas trop ce que c'est, mais tu comprends que ça a pu être un moment quand même important. Parce que vous le savez, c'est un de nos moments refondateurs. Hein? La Révolution tranquille, jusqu'à un certain point, rachète la conquête de 1759. Fameuse conquête, on en parle, les politiciens en parlent, les artistes en parlent, les intellectuels en parlent, c'est partout dans la circulation discursive qui marque notre société. Juste lors de la dernière campagne électorale, l'année dernière à peu près à la même époque, j'ai un étudiant qui travaille à l'Université Laval et qui s'intéresse beaucoup au tweet, forme quand même assez importante de communication à notre époque. Et lors de la campagne électorale, il a systématiquement ramassé tous les tweets dans lesquels apparaissaient les mots « Révolution tranquille »,« Duplessis », et en a fait la comptabilité. Donc, vous voyez, on mobilisait en quelque sorte des éléments du passé, Révolution tranquille, Duplessis dans ce cas-là, pour taxer son ennemi de véritable duplessiste, ou dire que nous, on se situait dans la continuité de la Révolution tranquille. Un jeune peut ne pas connaître Duplessis, peut avoir de la difficulté à le situer historiquement, il en demeure pas moins que tout à coup, il est interpellé et devine, à un moment donné, et peut par la suite, que ce soit en classe ou autrement, s'instruire sur ce qu'est Duplessis, sur ce qu'est la Grande Noirceur, Révolution tranquille. Quelle belle métaphore pour incarner en quelque sorte la modernisation québécoise par rapport à une époque un peu moyenâgeuse. Falardeau, 1839, le film.
on zappe. Il reproche encore parfois. Un jeune écoute ça. C'est une représentation extrêmement forte de ce qu'a été les rébellions de 1937. Alors tout ça pour vous dire finalement que les jeunes acquièrent beaucoup de connaissances à caractère historique en participant tout simplement de la conversation globale qui se déroule à l'intérieur d'une société dans laquelle ils sont socialisés. Et ces éléments-là, Révolution tranquille, Duplessis, en viennent à constituer en quelque sorte pour eux des espèces de références qui les aideront je dirais, s'inscrire par rapport à une société et dans le cadre de cette société. Les histoires que l'on connaît, les histoires que l'on apprend, sont une façon de réconcilier notre identité, en quelque sorte, très individuelle, avec quelque chose qui nous dépasse et qui s'appelle société et qui s'appelle mémoire collective et qui s'appelle l'ensemble des références qui font que l'on est québécois et pas français. On parle le français, mais on n'est pas des Français. Hein? OK. Et donc, ces espèces de questions, si vous voulez, qu'on pose aux jeunes et à partir desquelles on prétend qu'ils ne savent pas grand-chose, m'ont toujours laissé un peu sur ma faim. Je me suis dit, à un moment donné, qu'il pourrait peut-être être plus intéressant de les interroger de manière générale, hein, en les stimulant intellectuellement de telle manière qu'on puisse leur permettre de mobiliser l'ensemble de ces connaissances qui sont quelque part dans leur mémoire collective, de les activer et puis finalement d'atteindre en quelque sorte le corps de leur vision, le corps de leur représentation historique. Et ça fait quelques années que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche à la réception. Hein, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les manuels scolaires. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les programmes. On aime les programmes ou on les aime pas, les programmes. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites même, hein, vous savez, vous avez toujours dans vos classes peut-être des étudiants qui vont vous observer en même temps qu'ils observent la classe pour voir exactement ce que vous dites aux étudiants, comment vous vous y prenez finalement pour essayer de leur faire comprendre ce que vous voulez leur faire comprendre. Mais il y a beaucoup moins de recherches qui ont été faites sur la réception. C'est-à-dire, vous avez, là, puis je reviens là-dessus, un jeune, c'est intelligent. Une personne humaine. Qu'est-ce qui distingue l'humain de l'animal? Je dirais, c'est pas l'instinct, c'est cette capacité, cette faculté que l'on a d'intelliger les choses qui nous sont données. Alors, non seulement ils sont intelligents, mais ils sont pas passifs. Ce que vous leur dites, là, ils le gobent, ils l'encodent, ils le connectent, hein, ils le lient avec d'autres informations qui sont déjà dans leur esprit, et à un moment donné, ils se font une espèce de vision générale, une espèce de représentation qui, souvent, n'ira pas nécessairement dans le sens de ce que vous leur avez dit. Hein? En d'autres termes, pour le dire peut-être un peu crûment, les jeunes n'arrivent pas intellectuellement vierges à l'école. Hein? Ils sont déjà, en quelque sorte, compromis par toutes sortes de visions auxquelles ils ont eu accès précédemment, que ce soit par le biais d'une conversation avec leurs parents, leurs grands-parents, que ce soit par le biais d'un film qu'ils ont écouté à la télé, d'une série, Le temps d'une paix, par exemple. Bon, ben ça, c'est plutôt de mon âge que de l'âge des jeunes, admettons, mais combien de jeunes ont pu avoir, à un moment donné, une représentation du Québec, début du 20e siècle, si ma mémoire est bonne, c'était dans les années 20, par là, quelque part, à travers les images fortes, même chose le film de Falardeau, à travers les images fortes, hein, auxquelles ils étaient soumis, finalement. Donc, ils n'arrivent pas intellectuellement vierges à l'école, ils sont déjà imbibés, en quelque sorte, de représentation. Et là, je vois bien que je suis en train de parler sans faire circuler mes diapos. Donc, depuis une dizaine d'années, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui touche à la réception. On a, avec des collègues, réalisé une très importante recherche, les Canadiens et leur passé, qui est la contrepartie québécoise d'une recherche américaine et d'une recherche australienne, où on a essayé tout simplement de voir comment, dans leur quotidien, des gens ordinaires, il n'y a pas de mépris là-dedans. Moi aussi, je suis une personne, pas en regard d'histoire, admettons, je suis un professionnel de l'histoire, mais en regard de n'importe quoi d'autre, je suis une personne ordinaire. Donc, les non-spécialistes entretenaient une relation avec le passé. Ah, le passé, c'est derrière nous. On est dans une société hyper moderne. On est dans une société post-historique. Pas vrai. Quand on fait des enquêtes auprès des gens, le passé est une référence absolument fondamentale dans, je dirais, l'institution de leur quotidien. Hein? Le passé familial, notamment. Cette capacité qu'a l'individu de s'inscrire dans une continuité. C'est un philosophe ancien, Aristote ou Platon, je ne me rappelle pas, qui a dit de l'être humain qu'il était un être politique. Mais je pense qu'on pourrait aussi dire de l'être humain qu'il est un être historique. Enquête au Musée de la Civilisation.
J'ai fait ça en 2004, auprès d'adultes de 18 ans et plus. Encore là, côté réception, qu'est-ce qui reste finalement de tout ce qui est transmis aux gens, de tout ce qui leur est balancé dans l'espace public en termes d'information, en termes de connaissances? Nommez-moi les 10 personnages ou les 10 personnes les plus importantes pour vous dans l'histoire du Québec. Nommez-moi les 10 événements qui, dans l'histoire du Québec, sont les plus importants pour vous. Et j'avais cette fameuse question sur laquelle je vais revenir tantôt. Si vous aviez à résumer en une phrase ou une formule ce qu'a été pour vous l'histoire du Québec, quelle serait cette phrase ou quelle serait cette formule? Le mur des représentations, parce que l'enquête des jeunes Québécois, c'est mon propos. Mur des représentations. Tu mets au mur 60 images, prises comme ça, aléatoirement, dans l'histoire du Québec. Aléatoirement, pas tout à fait. On les a choisis quand même. Sélectionnez-en 10 qui, pour vous, représentent le plus ce qu'a été l'expérience historique québécoise. Extrêmement intéressant. Je ne vous en parlerai pas beaucoup parce qu'on n'est pas rendu loin dans cette recherche-là. Mais voyez, c'est vraiment tout ce qui touche au côté réception. Qu'est-ce qu'on fait avec l'information qui nous est transmise? Comment on la réinvestit de sens? Cette recherche de sens est absolument fondamentale pour l'être humain. Hein? Cette recherche de sens est absolument fondamentale pour l'être humain. On est des personnes intelligentes, on veut comprendre le monde sur un mode intelligent et on l'investit de sens, même si parfois le monde n'est pas toujours sensé, ou même si parfois, en fait, le sens, il faut le chercher longtemps avant de le trouver. OK. Alors, 2 questions posées aux jeunes. Je ne croyais pas au sondage qui était fait, là, où on allait chercher tout simplement des connaissances à partir de questions super ponctuelles, super circonscrites. Hein? Raconte-moi l'histoire du Québec comme tu la connais. Enfin, plus précisément, décrivez ou décris, présente, raconte comme tu l'aperçois, comme tu la sais ou comme tu t'en souviens, l'histoire du Québec depuis le début. En d'autres termes, ce que je veux savoir, là, c'est ton histoire du Québec. C'est pas nécessairement ce que le prof ou l'enseignant te dit. C'est pas nécessairement ce que tu as appris dans les manuels. Bien sûr qu'il y a quelque chose. Ça a quelque chose à voir avec ça. Hein? Un jeune n'est pas indifférent par rapport au savoir qui lui est transmis par le prof. Un jeune peut être marqué par une lecture qu'il a faite dans un manuel ou même dans un roman historique. Hein? Que sait-on de Papineau? Le sait-on plutôt à travers les romans historiques qui ont été écrits par, j'oublie le nom de cette personne, ou par ce que les historiens nous en disent? Mais probablement bien davantage par le biais de ce que les romanciers historiques nous ont dit. Et une deuxième question, sous-jacente à la première, hein? Et cette deuxième question, on devait y répondre après la première. Si tu avais à résumer, vous pouvez faire l'exercice en classe, hein? Très intéressant. Si tu avais à résumer en une phrase ou une formule, pas 3 paragraphes, là, je leur donnais une ligne. Ce qu'a été pour toi l'aventure historique québécoise, quelle serait cette phrase, quelle serait cette formule? C'est simple. Ça a marché. Vous allez me dire, oh, les questions, ça a marché. En ce sens que elles étaient parfaitement compréhensibles par les publics auxquels on s'adressait. Et les publics auxquels on s'adressait, c'était des jeunes de secondaire 4, parce que j'ai commencé la recherche vers les années 2003, donc avant la fameuse réforme sur laquelle je reviendrai tantôt. Oui, on a commencé la recherche il y a une dizaine d'années et ça a marché. On a ramassé jusqu'à maintenant environ 4500 courts textes, plutôt récits, de manière générale, produits par des jeunes Québécois de secondaire 4, secondaire 5, collège, université. Grosso modo, 15-25 ans. OK? 4500 récits, là, textes. Des fois, c'est 3 lignes. Des fois, c'est 3 paragraphes. Des fois, c'est 3 pages. C'est normal que ce soit comme ça. Il n'y a pas 100% des jeunes, je vous l'annonce, peut-être que vous ne le saviez pas, mais il n'y a pas 100% des jeunes qui s'intéressent à l'histoire. Et j'oserais vous dire, la porte est fermée ici, bien tant mieux. Hein? Tant mieux. Les jeunes, finalement, sont un miroir de la société, tout simplement. Donc, vous voyez des phrases extrêmement... des questions extrêmement générales. 4500 textes, c'est un des corpus les plus volumineux au monde. Et j'ai ramassé environ 3500 phrases, formules ou expressions. Là aussi, c'est très vaste. Et cette idée de recherche, qui on ne peut plus simple, vous en conviendrez, elle a été importée, en quelque sorte, par des collègues français qui font exactement la même recherche dans le cas de la France. Raconte-moi l'histoire de France comme tu la connais. C'est fait aussi dans la région de Genève, c'est fait un peu en Allemagne, et c'est fait en Catalogne. Donc, ça pourra donner, dans la région de Barcelone essentiellement, donc ça pourra donner lieu à des comparaisons assez intéressantes. Et là, je voudrais vous proposer 2 concepts qui sont... Oui? Juste la curiosité, c'est quoi votre hypothèse? Pardon, votre hypothèse de recherche?
Je ne fais pas d'hypothèse, moi je suis un chercheur. Non, non. Non, non. Écoutez, mon intuition, plus que mon hypothèse, mon intuition, c'était peut-être de dire que les jeunes, ben, c'est le titre de la présentation, les jeunes en savent plus que ce que l'on pense qu'ils savent, et les jeunes savent sans connaître. C'est-à-dire que c'est vrai, là, on ne se le cachera pas, que dans le cadre d'un test de connaissance, le score est plutôt bas que haut. Ce qui ne les empêche pas, par ailleurs, d'avoir des visions qui sont extrêmement fortes. Et il y a probablement cette relation, assez paradoxale, mais en même temps compréhensible, entre la force d'une idée, sa puissance évocatrice, sa problématique, ce qu'elle suppose, ce qu'elle appelle, ce qu'elle attend, et sa simplicité. En d'autres termes, moins on sait de choses, plus on a l'impression d'en savoir beaucoup. Puis on a tous ce réflexe-là. Qu'est-ce que vous savez, au fond, sur l'Iran? Ben, vous le savez à travers ce que vous lisez dans la presse. Moi, là, sincèrement, là, je contrôle à peu près rien de ce que je lis dans la presse. Sauf quand on parle d'histoire. Chaque fois, je suis déçu. J'espère qu'il n'y a pas de journaliste dans la salle. Chaque fois, je suis déçu. Pourquoi? Parce que, bon, mais je ne les condamne pas. Je veux dire, c'est difficile d'être journaliste. C'est difficile, à un moment donné, d'entrer au cœur d'une question qui est complexe. Il y a énormément de ramifications. Mais ça, ce dossier-là, je le contrôle. Et je suis un peu la même chose, je pense, pour les jeunes ou pour tout être humain. Et j'étais plutôt, disons, passif par rapport à ce que j'étais susceptible de trouver, OK? Parce que je pense que cette intuition-là, elle n'est pas nécessairement originale, mais on n'a pas de données. Là, on a les données. Puis vous verrez tantôt à quel point on peut aller dans le détail, parce que, bon, je vous ai présenté les deux questions. Évidemment que j'avais quelques questions d'ordre biographique qui venaient avec ça. C'est anonyme. Je ne demande pas les noms de qui que ce soit, mais je demande leur âge, je demande leur sexe, je demande l'endroit où ils vivent. Alors, le corpus, ben, on peut l'analyser sur la base, je dirais, du sexe, garçon. Est-ce que les garçons ont les mêmes représentations que les filles concernant l'histoire du Québec? Comment? J'ai entendu pas du tout. On reviendra là-dessus tantôt. Est-ce que si vous vivez à Montréal, vos représentations de l'histoire du Québec vont être différentes que si vous vivez dans ce gros village qui s'appelle Québec? Une définition de la ville de Québec que je réfute absolument. En région. Je l'avais par niveau. Vous êtes en secondaire 4, vous êtes en secondaire 5, au collège, université. Les universitaires, on le sait bien, les gens brillants, eux, ils vont avoir des visions particulièrement subtiles de ce qu'est l'histoire du Québec, beaucoup plus intelligentes que les jeunes de secondaire 4. On verra ça. Et la langue et la culture d'origine, les anglophones par rapport aux francophones, ont-ils la même vision? Ont-elles la même vision de l'histoire du Québec? Vous voyez à quel point c'est possible de jouer avec ce corpus-là et de l'analyser de différentes manières. Tantôt, je vous parlais de l'enquête que j'ai faite au Musée de la Civilisation. Les jeunes, par exemple, est-ce qu'ils ont les mêmes visions de l'histoire du Québec, les mêmes représentations que les adultes? Vous savez, tout ce qu'on a dit à propos de la réforme du programme d'histoire. On abandonne le cours d'histoire nationale, on dénationalise les jeunes Québécois, puis on leur balance un cours d'histoire et d'éducation à la citoyenneté qui les fait se perdre. Ils n'ont plus de vision d'histoire. Non seulement ils étaient déjà amnésiques, mais là, ils vont l'être davantage. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que ça a tant changé que ça quand on compare les représentations des jeunes avant la réforme et celles des jeunes après la réforme? Alors, le corpus permet ça. Il le permet sur le plan des récits, mais ce n'est pas les récits que je vais vous présenter aujourd'hui parce que vous comprendrez que en fait, c'est un travail herculéen. Et vous voyez, je suis particulièrement costaud. Mais les phrases, au début, je voulais écrire un article. Quand j'ai vu la richesse du corpus, je me suis dit, non, c'est pas possible, juste un article. Et comme j'aime écrire, ben, ça a finalement fait un ouvrage de 250 pages à peu près qui sortira là, chez Fides prochainement, là, au début du mois de janvier, je pense, sous le titre « Je me souviens, point d'interrogation ». Le passé du Québec dans la conscience de sa jeunesse. Alors, deux concepts importants ici. Mémoire historique, conscience historique. La mémoire historique, qu'est-ce que c'est? Ça découle finalement de ce qu'un individu a vécu ou de ce qui lui a été transmis et qui, formant une espèce de bagage informatif primaire, habite ou garnit le fond de son esprit. En pratique, la mémoire historique est construite de savoirs entassés, vaguement organisés et faiblement fécondés par la pensée réflexive. Tout ce que je dis aujourd'hui entre par votre oreille, 99%, peut-être 102% va sortir par l'autre. Mais en fait, c'est enregistré quelque part là. Ça fait partie de votre mémoire. Et probablement qu'un psy particulièrement habile pourrait, à un moment donné, à la suite d'une séance de questionnement, faire ressortir beaucoup de ce que j'ai dit. La conscience,
c'est le précipité de ce que j'ai dit, qui reste en vous et que vous pouvez mobiliser aux fins de construire du sens qui va vous permettre, à partir de l'exposé de Les Tourneaux, ce vendredi matin, 18 octobre, d'avancer un peu. Ou, si vous détestez ce que je vous dis, ça va être... Mais alors là, enfoui très loin dans les tréfonds de votre mémoire historique. L'autre, c'est la conscience. Non. La mémoire historique est ce que l'on sait positivement ou ce dont on se souvient et que l'on redit ou recrache à l'occasion sur demande. En 1759, il y a eu une bataille, la bataille des plaines d'Abraham. Tout le monde sait ça. Sauf que, tu sais, de dire qu'il y a eu une bataille sur les plaines d'Abraham en 1759 et que les Britanniques ont vaincu les Français, ben, je veux dire, c'est pas connoté. Ça va pas dans un sens ou ça va pas dans l'autre. Évidemment, si quelqu'un insiste là-dessus comme élément fondateur, là, on commence tranquillement à entrer dans le champ de la conscience historique. Qu'est-ce que la conscience historique peut être définie comme ce qui relève de la compréhension active et réfléchie de ce qui fut, sorte d'intellection, de conceptualisation plus ou moins élaborée, d'informations primaires, d'expériences brutes touchant le passé, informations, expériences qui sont comme dès lors portées à un deuxième niveau de compréhension. Et là, je vous donne juste un autre exemple. Et ça, c'est une phrase, c'est pas moi qui l'a produite, celle-là. Tout a commencé par une défaite. Et vous voyez, là, quelqu'un, là, hein, rappelez-vous de la question. Si tu avais à résumer en une phrase, une formule, une expression, ce qu'a été pour toi l'aventure historique québécoise, quelle serait cette formule? Jeune vient d'écrire en quelque sorte un texte, un récit. Et il y a une corrélation entre la phrase et le récit. Et il débouche, hein, là, finalement, c'est la synthèse de sa synthèse. C'est l'élément. Puis on est à l'ère du tweet. 140 lettres, 140... Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mais enfin, voyez... Tout a commencé par une défaite. Donc, vous voyez, vous avez là-dedans, enfoui dans cette une phrase forte, d'abord, puissante. Vous avez une vision, là, quasiment complète de ce qu'a été l'histoire du Québec. Si tout a commencé par une défaite, tout se situe dans la continuité d'une défaite. Où en sommes-nous aujourd'hui? Mais vous avez là une illustration particulièrement manifeste hein, de ce que j'appelle l'intellection d'un fait brut, la bataille de 1759, transposée en quelque sorte, réinvesti de sens, qui fait qu'à un moment donné, 1759 apparaît comme le pivot articulant d'une expérience historique. 1759 apparaît comme le pivot articulant d'une expérience historique. Donc, j'ai la prétention de dire, compte tenu du nombre de textes récoltés, compte tenu du nombre de phrases recueillies, et il y a des effets de saturation évidents, que j'atteins là quelque chose de très fort. Le corps, en quelque sorte, de la conscience historique des jeunes Québécois en 2013. Et entre 2003 et 2013, il n'y a pas vraiment d'évolution. Tu sais, les visions collectives, on change beaucoup à l'échelle individuelle, mais les collectivités ne changent pas tant que ça. On sait tous, hein, d'ailleurs, à quel point les révolutions qui ont été réalisées un peu partout dans le monde ont souvent permis tout simplement à des classes dirigeantes de se reconfigurer autrement pour réinvestir les lieux de pouvoir qu'ils occupaient déjà précédemment. Alors, les visions collectives, les représentations collectives, ça change peu. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de recherche comme ça qui a été faite, disons, dans les années 1950. Parce qu'on pourrait comparer quel est l'état, quelle est la configuration, quelle est la cartographie, finalement, de ces références historiques qui font qu'on est québécois en 2013 par rapport à ce qu'elles étaient en 1950. Et même si, à la limite, quelqu'un dirait « Mais ta foutue recherche, elle vaut rien », bien, il y aurait quand même le corpus qui nous permettrait, le cas échéant, si quelqu'un de plus brillant arrive en 2050, d'établir une comparaison dans le temps. OK, on continue. Donc, la conscience historique n'est pas ce qu'un individu connaît positivement ou sait empiriquement du passé. Elle renvoie à l'idée générale qu'une personne se fait de ce qui a eu lieu. Or, les jeunes savent s'en connaître. C'est-à-dire qu'ils ont une vision forte de ce qui fut, à défaut d'avoir une connaissance pleine de ce qui a été. Et quand on dit que les jeunes sont ignorants, ça, c'est une autre formule forte. Hein? Les jeunes sont ignorants. L'ignorance, d'abord, c'est quelque chose de complexe. Puis c'est quelque chose de plein. La plupart du temps, on dit qu'une personne est ignorante parce qu'elle ne sait pas ce qu'on aimerait qu'elle sache. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sait rien. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sait rien. Alors, voyez, la conséquence de ça, et j'en parlerai peut-être plus vers la fin, c'est de dire, les jeunes qui arrivent en classe, ils ont de la difficulté à situer un personnage historique, à situer un événement. Pas tous, pas 100%, clairement pas. Mais une portion d'entre eux ont déjà certaines visions. Alors, voyez, ça pourrait valoir la peine à un moment donné, puis je reviendrai là-dessus en conclusion de mon propos, de partir de là où ils sont. Et ils ne sont pas dans un nowhere, ils ne sont pas dans un vide.
Ils sont déjà quelque part. Et peut-être de déconstruire ce quelque part-là, de déconstruire ce quelque chose-là, de déconstruire ces visions primaires-là, pour par la suite, dans la perspective peut-être de la pensée historique, hein, de complexifier ce tout-là. Mais je reviendrai un petit peu plus en détail là-dessus. Oui. Alors, je sais pas comment vous fonctionnez. Je voulais savoir la mémoire Oui. de la conscience. Oui. Avec tout ce qu'on entend dans les journaux, dans nos programmes, où on est dans un développement de concept, un développement de compétences. Je pense qu'on est plus dans la conscience, puisqu'on avait l'élève. Mais quand vous posez vos questions, est-ce que vous avez l'impression que l'élève y répond plus par rapport à sa mémoire ou par rapport à sa conscience? Je vais répondre à votre question, mais dans le fil de mon argumentation. Ça c'est une vraie réponse universitaire. Hein? Mais ça, c'est l'état du corpus avant la réforme. OK? 2752 énoncés. Vous voyez, un certain nombre pris dans des établissements français, d'autres dans des établissements anglais. Est-ce que mon corpus est représentatif de la jeunesse québécoise? Est-ce que mon corpus est représentatif de la jeunesse québécoise? Non, il ne l'est pas. Mais il y a 2752 énoncés. Désolé, on commence à avoir quelque chose d'assez large pour prétendre que même si on en avait eu 100 000 et que même si le corpus avait été systématiquement représentatif de la jeunesse québécoise, on ne serait pas parvenu à des conclusions différentes de celles auxquelles je parlais. Vous avez une question? Oui, dans votre corpus, est-ce qu'il y a des jeunes qui sont issus de la première génération immigrante? Est-ce que ça, c'est un... Il y en a, mais je n'ai pas fait l'analyse de tout encore. Okay. Ça vaudrait peut-être la peine de le faire davantage avec les récits. Okay. Ça, vous voyez un peu le panorama, je vais vite parce que le temps passe. Vous avez la répartition en 4e secondaire, 5e secondaire, cégep, université. 4e secondaire, on est allé les chercher le plus possible au début de l'année scolaire. Parce qu'on voulait les attraper avant qu'évidemment, ils aient déjà gobé un certain nombre de ce que le prof leur disait. Et ils sont effectivement dans une période, enfin un certain nombre d'entre eux, de confusion, d'incertitude. Beaucoup empruntent aux 2-3 premières leçons d'histoire, parce que c'était presque impossible de le faire la première semaine. Les profs, les profs veulent garder ces semaines-là. Secondaire 5, particulièrement intéressant. Qu'est-ce qui reste, les amis, de tout ce que vous avez appris en secondaire 4? Les collèges, hein? Donc, ben, vous avez l'impression qu'il ne reste rien? Ben, je vous dis qu'il en reste pas mal. Et il ne reste peut-être pas ce que vous aimeriez qu'il reste, par contre. Alors, là, après ça, vous avez un corpus de 2752 énoncés. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Dieu que ça m'a pris du temps avant de trouver une espèce de système de catégorisation. Vous savez, vous connaissez cette histoire de Max Weber qui a eu ses intuitions fondamentales en prenant un verre sur le protestantisme et l'essor du capitalisme, en prenant quelques verres de Porto. Ben, ça m'est arrivé aussi. Moi, c'était pas du Porto, c'était plutôt du vin. mais donc, je suis arrivé à ce système-là. C'est la métaphore de l'arbre et de la forêt. Hein? Si votre système de classification est trop large, vous ratez la subtilité des phrases des jeunes. S'il est trop précis, vous n'avez plus de perspective d'ensemble. Alors, vous les voyez là? On va les reprendre à la suite des... Qu'est-ce qu'un énoncé militant? Là, je vous donne des exemples. Un énoncé militant, c'est que plutôt que de proposer une vision caractérisée du passé québécois, l'auteur, le jeune, prend prétexte de ce passé pour soutenir une cause, passer un message ou se livrer un exercice de propagande. Le Québec aux Québécois. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le passé, ça, là. Ben, derrière ça, il y a quand même une vision du passé, c'est évident. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas ça qu'on leur donne en classe, puis ça n'a rien à voir avec l'histoire savante. Tu sais, moi, je regarde ça, le Québec aux Québécois, ben, en fait, c'est tout à la fois vrai, mais on connaît tout ce que ça transporte en soi. Mais ça n'a strictement rien à voir avec, disons, la subtilité et la nuance du discours des historiens professionnels, on le sait bien. Oui, mais là, on s'en fout. Là, on est dans l'univers du sens commun, là. On n'est pas dans l'univers là, de la pensée réflexive, ultra précise, nuancée, avec 50 notes en bas de page. On est tout simplement dans l'univers de gens qui veulent faire de ce monde qui livre difficilement ses secrets, quelque chose de sensé. Moi là, je me mets à la place d'un jeune, je regarde l'histoire du Québec, qu'est-ce qui reste là-dedans? Bon, ben, il y a eu, je sais pas, la conquête, finalement, on a été vaincus, puis aujourd'hui, on se retrouve encore dans un état, c'est à peu près ça. Au fond, on pourrait
défaire une telle représentation qui repose sur rien de vraiment concret, mais on pourrait aussi construire une représentation qui repose là-dessus. On est au cœur de tout ça. Hein? C'est un peu ça, là, le sens commun. C'est à la fois, je dirais, frustrant, mais c'est ça. Hein? Pour le dire comme Mario Dumont, c'est l'univers du vrai monde. OK. Alors là, vous avez vu un peu le genre de... OK. Appréciation, connotation négative de l'expérience québécoise. Ça, finalement, c'est l'assimilation du discours de la survivance. Hein? Les Français ont perdu. Tu sais, si tu avais à résumer en une phrase qui a été pour toi l'histoire du Québec, les Français ont perdu. Et, bon. Everyone got screwed. C'est une perception, une suite d'échecs. Ben, une suite d'échecs, là, vous en avez une représentation. C'est sûr que c'est pas vrai. C'est vrai. Pour lui ou pour elle. Bon, voilà. Et puis, tout ce que je vous dis, là, ça s'applique aux Franco comme aux Anglos, ça s'applique aux filles comme aux gars, ça s'applique aux Montréalais comme aux Québécois. Il n'y a pas vraiment de distinction ici, là. Adversité. Bon, mais ça, c'est les énoncés qui font état des contrariétés de toute nature que le Québec a subies dans le temps. Les phrases qui présentent le parcours québécois comme un long combat collectif pour exister, sans toutefois que ne soit fournie de précision sur le caractère ruineux ou victorieux des luttes menées. Il y a eu des batailles. On s'est battu. Bon, savoir si on a gagné, on a perdu, si ça a valu la peine ou pas, on le sait pas. Il y a eu des batailles. Hein? Toute une guerre pour garder un territoire, conflit après conflit, de nombreuses embûches, etc. Il y en a eu! Personne ne s'oppose à ça. Est-ce que c'est la meilleure façon de raconter l'histoire? Oui, il y en a encore. Bon, oui, c'est pas des conflits violents, des conflits verbaux, des tensions, toute nature, des rapports de force, etc. Et l'idée est certainement pas des nier. Mais on n'est pas là. On est dans l'univers du sens commun. Appréciation mélangée de l'expérience québécoise. Ça, c'est une espèce d'interprétation un peu paradoxale. Né sous le lys, j'ai grandi sous la rôle. Forte province de cœur, faible d'esprit. Celle-là n'est pas particulièrement gentille pour les hauts et les bas du Québec. Bon, OK. Adversité, réussite. Il y a eu des batailles, mais ça a valu la peine de gagner. Malgré tout, on est resté nous-mêmes. Mais vous avez une représentation de l'histoire du Québec. Là. Vous avez en quelque sorte une problématique. Moi, demain, vous me dites, Tourneau, je te donne un mandat, tu m'écris une histoire du Québec, là, fondée sur cette problématique-là. Vous verrez jamais ces mots-là dans ma présentation, mais elle va les sous-tendre du premier au dernier. Hein? C'est l'idée même de problématique, d'axe, d'arbre articulant, je dirais. Hein? De fil directeur, de fil conducteur. Positive. Tout le monde n'est pas dans le négatif, tout le monde n'est pas dans le victimalisme, dans le combativisme. Vous avez des gens qui disent hey, « Écoute, une aventure extraordinaire, il y a eu beaucoup de succès, le Québec est l'une des plus grandes ressources d'Amérique. » Bon, celle-là est peut-être, comme on dirait, overstated. Petit train va loin. Petit train va loin. Mais ce que je peux vous dire, c'est que de manière générale, ceux qui ont des visions, disons, ceux qui inscrivent leurs propos ou leurs visions dans, je dirais, cette espèce de grand paradigme du victimalisme, ont des visions plus fortes, plus puissantes, plus charpentées, plus structurées que ceux qui ont des visions, disons, positives, qui sont plutôt naïves, banales, triviales. Une aventure extraordinaire. Au fond, le type, il n'avait pas d'idée, ça ne lui tentait pas, ou il était indifférent, puis il me demande, bon, d'abord, il reprend un terme de la question, une aventure, puis il met extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais peut-être qu'il y croit aussi. Ah, peut-être qu'il y croit, parce que jusqu'à un certain point, c'est vrai que c'est une aventure extraordinaire. Progrès, hein? Bon, au départ, on était un échec, mais à la fin, c'était réussi. Deux choses ici. Meilleur depuis 1608. Vous vous rappelez cette... Si vous regardez les matchs de hockey, la publicité de Molson, hein, meilleure depuis, je me rappelle pas. 1903. Ben, voyez, là, quand je vous disais tantôt, là, à un moment donné, tu as un jeune, il se fait poser cette question-là. Qu'est-ce que je pourrais bien raconter? Oups, tout à coup, il se souvient de cette formule-là, il va la chercher, il l'importe, puis il reconstruit un énoncé à caractère historique là-dessus. 1608. Il aurait pu choisir 1534. En fait, il y avait tous les choix possibles. D'autant plus qu'il ne signe pas la copie. Vous allez en voir tantôt. On est parti de la croix de Colomb. Colomb n'a rien à voir avec l'histoire du Québec. C'est sûr que c'est Cartier qui aurait dû être là. Mais c'est pas grave, là. Vous voyez un peu le sens.
Puis à un moment donné, il y a une petite confusion qui, à mon avis, va se régler assez facilement dans ce cas-là. Mais il y a un progrès, là. On est parti de la croix de Colomb jusqu'au Cirque du Soleil. Neutre. Bon, ben là, évidemment, ça prenait une catégorie neutre. Évolution, une aventure de découverte et de conquête. L'économie des fourrures a parti de l'économie du Québec. La traite des fourrures a parti de l'économie du Québec. C'est vrai. Qui peut s'opposer à ça? C'est quelqu'un qui, à un moment donné, il dit, bon, ben regarde, moi, mon regard est assez objectivé, distancié, puis c'est ça que je lui donne. Je me souviens, ben oui, je me souviens, c'est sûr qu'on l'aurait utilisé. Je me souviens. Ici, il y a juste des plaques de chars qui ont un petit peu de mémoire. Dans les phrases célèbres... Non. Dans les phrases célèbres du Québec, qui l'a prononcé, celle-là? Les cow-boys fringants. Et qu'est-ce que les cow-boys fringants ont à voir avec l'histoire du Québec? Ben, probablement plus que vous pensez. Hein? Je me rappelle, moi, il y a de ça, c'est en 2010, je m'en souviens, Time Magazine ont sorti un numéro avec, sur la page couverture, la photo de ce fameux acteur, qui est excellent par ailleurs, on s'entend là-dessus, Tom Hanks. The most prominent actor, historian in the United States. Hein? Tom Hanks, c'est un acteur. Ouais, mais Tom Hanks, c'est un homme riche qui finançait la série Pacific, qui était vue par des millions de téléspectateurs. Faites une enquête, là, hors des murs de l'enceinte universitaire. Allez voir, là, la mémoire que les gens peuvent avoir des batailles des Américains dans le Pacifique à la Deuxième Guerre mondiale. Venez me montrer ça, puis vous allez voir. Qui est l'historien le plus important au Québec? Ben, en fait, c'est pas vraiment les cow-boys fringants, je vous donnerai son nom tantôt. Mais vous pouvez voir à quel point, quand vous lisez là, les chansons des cow-boys fringants, par exemple, à quelques reprises, à peu près 10 fois dans le corpus, c'est pas énorme, mais c'est quand même significatif, l'idée selon laquelle on est juste une bande de Soulons, ou on est les héritiers d'une bande de Soulons est revenue. Bref, tout ce qui nous est arrivé, c'est parce qu'on était des Soulons. Bien sûr que ça n'a rien à voir avec l'histoire. Mais dans l'une de leurs chansons, les cow-boys fringants mentionnent que si Montcalm a perdu la bataille en 1759, c'est parce que les Français avaient pris un coup la veille. Alors, voyez comment, là, tout ça est importé, tout ça est amalgamé, tout ça est imbriqué. Allez déconstruire ça pour le fun. C'est pas facile, parce que c'est des images fortes, c'est des images qui parlent, c'est des images qui vous aident à mettre le monde en sens. Et le monde n'est pas facile à mettre en sens. On continue. Caractère ironique. Bon, où on rencontre de l'expérience historique québécoise de manière humoristique, cédant à la plaisanterie, à la moquerie, au sarcasme ou à la dérision. Go Habs, évidemment. Allez-y, les Canadiens de Montréal. Ah, mais les Canadiens de Montréal, c'est un club de hockey, mais c'est un lieu de mémoire. Si on faisait ici ce que Pierre Nora et compagnie ont fait en France, des lieux de mémoire de la France, des lieux de mémoire du Québec, c'est clair qu'il y aurait un chapitre sur les Canadiens de Montréal. Hein? Puis là, j'en parlerai pas longtemps, mais le peuple qui se croyait élu. Pas très gentil. Le Québec est une province libre. Ben oui, ben écoute, vous, on est une province où on est libre, mais peut-on entre les deux en même temps? On est au cœur du pays. Vive les castors, tu sais. Christophe Colomb n'est pas bon pour conduire. Celle-là est intéressante. Je le sais, s'il y a des enseignants de 4e secondaire ou de 3e secondaire ici, que jamais vous allez dire une énormité pareille. Christophe Colomb n'est pas bon pour conduire, mais vous leur dites sans doute que les Européens avaient, en s'élançant vers l'ouest, le but de découvrir l'Inde pour aller chercher des épices, blabla, etc. Mais il est abouti en Amérique, donc c'est clair que c'est pas conduire. Vous voyez? Non, mais vous riez, mais il y a une logique implacable derrière ça, là. Pepsi is more popular than Coke. Hein, qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire, ça? Probablement pas grand-chose, mais ça a beaucoup à voir avec la distinction québécoise, parce que ce qu'on m'a dit, c'est qu'en Amérique du Nord, il n'y a qu'ici qu'on boit plus de Pepsi que de Coke. Alors, voyez à quel point, dans l'univers du sens commun, plein de métaphores, etc., j'ai pas eu le temps de finir, I'm sorry. Celle-là a été produite par quelqu'un de secondaire 4. Mettez-vous à sa place, seriez-vous parvenu à un énoncé comme ça, là? Hein? J'ai pas eu le temps. C'est une super allégorie d'écrire le parcours québécois. J'ai pas eu le temps de finir, tu sais. Imaginons quelqu'un qui, je ne sais pas moi, est partisan d'une espèce de téléologie nationale. OK, j'ai pas eu le temps de finir. Ben non, le Québec n'est pas fini, il n'est pas achevé. On pense ça en secondaire 4, mais il y a des historiens illustres qui pensent ça aussi. Hein? Comme si les nations pouvaient normalement suivre un parcours normalisé. Ça n'a rien à voir. J'ai pas eu le temps de finir. I'm sorry. Non, mais je vais finir par être anglais, finalement. Mais il y a un petit point d'interrogation. Alors, celle-là est forte, quand même.
Caractère philosophique. Bon, savons-nous toute la vérité? Ça, c'est fort aussi, hein? Qui parmi d'entre vous aimerait pas planter cette espèce de germe de la critique historique dans la tête de ces jeunes? Personne, sans doute. Ah, mais il y en a d'autres. L'histoire du Québec est un casse-tête dont les pièces se retrouvent ici et ailleurs. Qui l'a fait, celle-là? C'est un universitaire, mais quand même bonne. There were lots of arguments and agreements, etc. C'est le hasard qui a décidé, l'imprévu récompensé. Celle-là, je la cogite encore parce que son sens m'échappe un peu. Bon, il y en a évidemment qui ont compris la question, mais relativement peu. Je peux juste comme si je leur demandais de réfléchir sur le cours d'histoire du Québec. Mais soit dit en passant, la proportion de ceux qui n'aiment pas l'histoire ou qui ont râlé contre le cours d'histoire du Québec est relativement faible. Donc, je vous ai dit tantôt, les jeunes n'arrivent pas intellectuellement vierges dans leur premier cours d'histoire. C'est sûr, ils en ont eu un peu au secondaire, au primaire, là, mais enfin, peu importe. Mais ils ne sont pas contre l'histoire, ils aiment ça. Je pense que j'ai eu plus de jeunes qui ont dit qu'ils étaient un peu déçus finalement de leur ignorance de l'histoire du Québec, qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils détestaient l'histoire. Mais c'est juste normal que 100% des jeunes n'aiment pas l'histoire. J'avais une question. J'aimerais revenir sur j'ai pas eu le temps de finir, I'm sorry. Oui. C'était votre deuxième question sur le texte. Vous aviez posé une première question aux étudiants. Non, la première question, c'était raconte-moi l'histoire du Québec comme tu la connais. Je pense que c'est juste premier niveau. Il n'y a pas eu le temps de finir la première. Je ne veux pas péter votre bulle, là. Ben, je pense que vous la pétez fort, là. Vous connaissez un genre, mais j'ai peut-être pas eu le temps de finir. Ouais. Ça peut être ça, mais enfin, je ne suis pas convaincu par ça. On s'avoue vaincu par la question ou on ne l'aime pas. Bon, difficile de savoir, je m'en fous carrément. Bien sûr qu'il y en a eu comme ça, hein, mais la proportion est relativement... Et puis il y a les inclassables ou les indéchiffrables. Moi, j'ai des libellules dans la tête, qu'est-ce que vous faites avec ça? Bon, mais dans l'ensemble, c'est moins de 1% du corpus. Résultat, tadang, classement des énoncés par grande catégorie et niveau d'études. Alors, voyez, quand je dis négatif, là-dessus, là, c'est plutôt le discours de la survivance. Là, oui? On en a arraché, on ne s'est pas accompli. Bref, c'est quand même le discours ou la représentation concernant l'histoire du Québec qui est dominante dans notre société. C'est pas la seule, on s'entend là-dessus, mais c'est celle qui est dominante. Et voyez, j'ai rougi, en quelque sorte, deux lignes là-dedans. Une première, voyez, en secondaire 4, il y a environ un petit peu plus qu'un étudiant, qu'un élève sur 5 qui déjà a une vision, disons, appelons-la négative, là, parce que je ne répéterai pas la litanie de mots chaque fois, là, de l'histoire du Québec. Vous en avez beaucoup, par contre, qui inscrivent leur vision à l'aune d'une représentation neutre, 32,4 %. Voyez comment ça évolue par la suite. Là, on parle des non-réformés. Okay? Voyez comment ça évolue. Déjà en secondaire 100, et là, vous avez l'impact du cours d'histoire nationale. Ça passe de 22,3 à 39,8. C'est significatif. Le point 8, oubliez ça. Hein? Comme entre l'université puis le cégep, vous allez me dire, il y a moins d'universitaires que de cégep. Non, on n'est pas là. C'est la tendance. L'impact du cours d'histoire nationale tel qu'il se donnait précédemment, et c'est pas fondamentalement différent maintenant, malgré la réforme, histoire, éducation et la citoyenneté. C'est les mêmes tendances qui se dessinent. Donc, augmentation quand même considérable, je dirais, des phrases négatives et déclin significatif des phrases neutres. Les autres catégories restent sensiblement les mêmes. Constats généraux, cette espèce de vision des Québécois comme étant, j'oserais dire, mais c'est sûr que ça va vite, là, dans l'ouvrage, c'est plus détaillé, « beautiful losers hein? », est présente. Elle est connue par une bonne partie des jeunes. Vous allez me dire, en secondaire 4, c'est pas vrai. C'est vrai, vous avez raison de dire que c'est pas vrai. Mais il y en a quand même